La serveuse a été humiliée par le gérant dans un restaurant de luxe et le millionnaire a vu sa bague, la même qu'il avait offerte à sa bien-aimée avant sa disparition, il y a 26 ans. La pluie fine de Paris battait contre les vitrines du restaurant Le Grand Palais, l'un des plus prestigieux établissements du 8e arrondissement. À l'intérieur, l'atmosphère était chaude et feutrée, le tintement délicat des verres en cristal se mêlant au murmure des conversations des clients fortunés. Nadine Laurent rajusta son col d'uniforme noir et blanc avant de pousser les portes battantes de la cuisine. À 42 ans, son visage conservait encore une beauté simple malgré les années de travail acharné. Elle portait ses cheveux châtains en chignon serré, comme l'exigeait le règlement. Ses yeux, d'un vert profond, trahissaient une fatigue qu'elle s'efforçait de dissimuler. « Laurent !» La voix tranchante d'Arnaud Lefort résonna dans la salle. « Table 12. Service immédiat. » Nadine hocha la tête et s'empressa de saisir le plateau garni de flûtes de champagne. Arnaud Lefort, le gérant du restaurant, un homme de 51 ans au visage austère et aux manières rigides, la suivit du regard avec une sévérité non dissimulée. « Et tâchez de ne rien renverser cette fois-ci », ajouta-t-il avec un dédain à peine voilé. Nadine serra les dents, habituée à ces remarques, depuis 2 ans qu'elle travaillait au Grand Palais. Arnaud ne manquait jamais une occasion de lui rappeler sa condition modeste, comme si son origine sociale était une tare qu'elle devait expier chaque jour. Ce soir-là, le restaurant accueillait une réception privée pour célébrer la fusion entre 2 entreprises majeures du secteur immobilier, des hommes en costume impeccable et des femmes en robe de soirée échangeaient à des plaisanteries et des secrets d'affaires à voix basse. Nadine circulait entre les tables avec l'agilité née de l'expérience. Invisible aux yeux des clients qui la considéraient comme un simple rouage du service, son esprit, lui, était déjà ailleurs, calculant mentalement combien ce service lui rapporterait en pourboire et si cela suffirait à couvrir les frais universitaires de Manon pour le mois prochain. Un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, se tenait légèrement à l'écart. Alexandre Dumas n'était pas homme à se mêler facilement aux foules. Même dans ce milieu d'affaires qu'il fréquentait depuis plus de 25 ans, son regard perçant observait la scène avec un détachement poli, comme s'il assistait à une pièce de théâtre légèrement ennuyeuse. « Un autre champagne, monsieur », proposa Nadine en s'approchant discrètement. Alexandre hocha distraitement la tête, son attention momentanément captée par son téléphone portable. Nadine déposa délicatement une flûte sur la table à côté de lui. C'est alors que la soirée bascula. Un client, trop absorbé par sa conversation, recula brusquement sa chaise au moment où Nadine passait derrière lui. Déséquilibrée, elle tenta de se rattraper à la table voisine. Mais son plateau pencha dangereusement, comme au ralenti, elle vit les flûtes de cristal osciller, puis se renverser dans un fracas de verre brisé et de liquide doré éclaboussant la nappe immaculée. Un silence glacial s'abattit sur la salle. « Mais enfin, vous ne pouvez pas faire attention », s'écria le client, outré de voir quelques gouttes de champagne maculer son pantalon de costume, le visage cramoisi. Nadine s'accroupit immédiatement pour ramasser les débris de verre. « Je suis vraiment désolée, monsieur, Ça suffit. » La voix d'Arnaud Lefort claqua comme un fouet alors qu'il se précipitait vers la scène de l'incident. « C'est intolérable, Laurent. Combien de fois faudra-t-il vous rappeler les bases du service ?»« Donne !» Nadine sentit la honte lui brûler les joues, tandis qu'Arnaud poursuivait sa diatribe publique. « Je vous préviens, c'est la dernière fois que je tolère une telle incompétence. Un incident de plus, et vous pouvez chercher du travail ailleurs. » Alexandre Dumas, qui observait la scène avec un froncement de sourcils, intervint d'une voix calme mais autoritaire. « Allons, Lefort, ce n'était qu'un accident. Inutile d'en faire toute une histoire. » Arnaud se tourna vers lui, manifestement contrarié par cette intervention. Mais le nom et la réputation d'Alexandre lui imposaient une certaine retenue. « Monsieur Dumas, je vous assure que dans notre établissement, nous avons des standards d'excellence, j'en suis certain, mais aussi d'humanité, j'espère. » coupa Alexandre avec un sourire froid, mortifié. Nadine continuait de ramasser les éclats de verre, les mains tremblantes, dans sa précipitation. Elle ne remarqua pas que la fine chaîne en argent qu'elle portait autour du cou s'était détachée de son col. Lorsqu'elle se pencha pour atteindre un morceau de verre sous la table, un objet glissa de son corsage et se balança au bout de la chaîne. C'était un anneau d'émeraude serti d'or blanc.
dont la pierre captait la lumière des lustres en renvoyant des éclats d'un vert profond, le temps sembla se figer. Alexandre Dumas, qui s'était approché pour aider, resta pétrifié, les yeux rivés sur ce bijou qui se balançait doucement. Son visage perdit toute couleur, comme s'il venait de voir un fantôme. Nadine, sentant soudain le poids du regard d'Alexandre, saisit précipitamment l'anneau et le dissimula à nouveau sous son uniforme. Mais il était trop tard. Cet anneau, la voix d'Alexandre était à peine audible. « Où l'avez-vous eu » Nadine se releva maladroitement, décontenancée par l'intensité de son regard. « C'est personnel, monsieur » balbutia-t-elle, soudain sur la défensive. Le brouhaha des conversations avait repris autour d'eux, l'incident déjà oublié par les convives, mais entre Alexandre et Nadine, une tension palpable s'était installée. « Je dois vous parler » insista Alexandre, sa voix tremblant légèrement. En privé, c'est important. Arnaud Lefort, qui n'avait rien manqué de l'échange, intervint avec une politesse forcée. Madame Laurent a encore du service à assurer, monsieur Dumas, peut-être un autre moment. Maintenant, coupa Alexandre d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Ses yeux ne quittaient pas Nadine, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore s'il détournait le regard. 5 minutes, pas plus. Arnaud hésita, partagé entre son autorité de gérant et l'importance d'un client comme Alexandre Dumas. Finalement, il céda avec une grimace contrariée. 5 minutes, concéda-t-il sèchement. Pas une de plus. Alexandre guida Nadine vers un petit salon adjacent, désert à cette heure, la porte à peine refermée. Il se tourna vers elle, le visage marqué par une émotion qu'elle ne parvenait pas à définir. « Cet anneau, répéta-t-il, il est impossible que vous l'ayez, à moins que... » Il s'interrompit, comme si les mots suivants étaient trop douloureux à prononcer. « À moins que vous ne connaissiez Chloé Mercier. » Le nom frappa Nadine comme un coup physique, ses doigts se crispèrent instinctivement sur la chaîne cachée sous son uniforme. « Comment connaissez-vous ma sœur » murmura-t-elle. Toute couleur quittant son visage, les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. « Votre sœur, la vérité, enfouie depuis 26 ans, commençait à remonter à la surface. Aussi inexorable que la marée, l'appartement de Nadine se trouvait dans un immeuble modeste du 18e arrondissement, loin du luxe du Grand Palais. 2 pièces à peine, mais impeccablement tenues, avec des rideaux fleuris aux fenêtres et quelques plantes vertes qui offraient un semblant de jardin à ce petit espace urbain. Ce soir-là, Nadine rentra plus tard que d'habitude. Ses pas résonnèrent dans l'escalier étroit alors qu'elle montait péniblement les 4 étages, son corps encore tendu par la confrontation avec Alexandre Dumas. Lorsqu'elle poussa la porte, elle trouva Manon endormie sur le canapé-lit, un livre de droit constitutionnel ouvert sur sa poitrine. À 25 ans, sa nièce était devenue une jeune femme magnifique, avec les mêmes yeux verts que sa mère et une détermination farouche qui forçait l'admiration. Nadine déposa doucement un baiser sur son front. Manon s'éveilla, clignant des yeux dans la lumière tamisée. « Tati, quelle heure est-il ?»« Presque minuit, ma chérie. Tu devrais aller te coucher. » Manon se redressa, observant attentivement le visage de sa tante. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tu as l'air bouleversée. » Nadine hésita, puis s'assit lourdement sur le bord du canapé. Ses doigts cherchèrent machinalement la chaîne autour de son cou, l'anneau d'émeraude caché sous son chemisier. Rien d'important. Une mauvaise soirée au restaurant. C'est encore ce Lefort qui t'a causé des problèmes. Le visage de Manon se durcit. Tu devrais porter plainte pour harcèlement, Tati. Ça fait des mois qu'il te traite comme... Non, ce n'est pas ça, l'interrompit doucement Nadine. C'est juste... Sa voix se brisa. Comment expliquer à Manon que le passé qu'elle avait si soigneusement enterré venait soudain de ressurgir? Dans le silence de l'appartement, les souvenirs affluèrent, aussi vifs qu'au premier jour. 25 ans plus tôt, la pluie battait contre les carreaux. Nadine, 17 ans à peine, terminait ses devoirs quand des coups frénétiques retentirent à la porte. Quand elle ouvrit, elle découvrit sa sœur Chloé, trempée jusqu'aux os, le visage ravagé par la peur et l'épuisement. Dans ses bras, un minuscule paquet emmitouflé dans une couverture. « Nadine, écoute-moi » haleta Chloé, ses mots se bousculant dans l'urgence. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Ils vont me retrouver. » « Chloé, mon Dieu, où étais-tu? »« Ça fait des mois. Maman est morte d'inquiétude. Elle. Prends-la.
l'interrompit Chloé en lui tendant le paquet. C'est ma fille. Elle s'appelle Manon. Stupéfaite, Nadine découvrit le visage d'un nouveau-né endormi. Mais comment? Quand? Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Le regard de Chloé était hanté par une terreur que Nadine n'avait jamais vue. Promets-moi que tu prendras soin d'elle, que tu la protégeras. Mais enfin, Chloé, tu ne peux pas. Ils me cherchent, Nadine, des hommes dangereux. Ils ne doivent jamais savoir pour Manon, jamais. Chloé détacha alors de son cou une chaîne portant un anneau d'émeraude. Garde aussi ceci. C'est tout ce qu'il me reste de... Elle s'interrompit, secouant la tête comme pour chasser un souvenir douloureux. Quand elle sera grande, tu lui donneras, c'est son héritage. Avant que Nadine ne puisse poser d'autres questions, Chloé déposa un baiser sur le front du bébé, puis sur la joue de sa sœur. Je reviendrai dès que possible, je te le promets. Puis elle disparut dans la nuit pluvieuse, laissant Nadine avec un bébé dans les bras et 1000 questions sans réponse. 3 jours plus tard, la police retrouvait le corps d'une jeune femme non identifiée au bord de la Seine. Quand Nadine fut appelée à la morgue, son cœur se brisa en reconnaissant sa sœur, le visage paisible dans la mort comme il ne l'avait jamais été dans ses derniers jours de vie. Présent. Tati. La voix inquiète de Manon la ramena au présent. Tu es sûre que ça va? Nadine essuya rapidement une larme qui avait coulé sur sa joue. Oui. Ma chérie, juste fatiguée. Va te coucher. Nous parlerons demain. Manon hésita, puis se leva en déposant un baiser sur la joue de sa tante. D'accord, mais n'oublie pas que tu peux tout me dire. Quand la porte de la chambre se referma, Nadine sortit l'anneau d'émeraude de sous son chemisier, à la lueur de la lampe. La pierre brillait d'un éclat presque surnaturel. Pendant 25 ans, elle avait gardé cet anneau près de son cœur, comme une promesse silencieuse faite à sa sœur. Et maintenant, Alexandre Dumas, leur conversation au restaurant l'avait laissée tremblante, partagée entre la peur et une étrange sensation de soulagement, comme si un poids qu'elle portait depuis trop longtemps commençait enfin à s'alléger. Cet anneau appartenait à Chloé, avait-il demandé, sa voix à peine audible. Oui, ma sœur. Est-elle morte, il y a 25 ans? Les mots avaient franchi ses lèvres avec difficulté, comme toujours. Le visage d'Alexandre s'était décomposé. Impossible. J'ai cherché pendant des années. Vous la connaissiez? Un rire amer lui avait échappé. La connaître. Je l'aimais. Elle portait mon enfant quand elle a disparu. Il y a 26 ans. Cette révélation avait fait vaciller Nadine. Votre enfant? Oui. Et cet anneau? C'est moi qui le lui ai offert. La dernière fois que je l'ai vu, elle le portait au doigt. Il s'était interrompu, comme frappé par une pensée soudaine. L'enfant? Qu'est-il arrivé à l'enfant? Nadine n'avait pas répondu, trop bouleversée par les implications de cette rencontre. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, dans une aile isolée de l'imposante demeure des Lefort, une pièce éclairée par une lampe de chevet abritait une femme d'environ 50 ans. Son visage, encore beau malgré les années, portait une expression absente tandis qu'elle regardait par la fenêtre, observant le jardin nocturne à travers les barreaux élégamment dissimulés dans le motif de la verrière. « Maria, il est temps de prendre vos médicaments », annonça une infirmière en entrant dans la chambre. La femme se tourna lentement, avec la docilité née de l'habitude. Ses yeux, d'un vert troublant, semblaient regarder au-delà de l'infirmière, comme si elle percevait quelque chose d'invisible aux autres. « Merci, Isabelle », murmura-t-elle d'une voix douce, presque enfantine. L'infirmière déposa un verre d'eau et 2 pilules dans sa main, puis attendit patiemment qu'elle les avale. « Monsieur Arnaud rentrera tard ce soir », informa-t-elle en reprenant le verre. « Il m'a demandé de vous dire de ne pas l'attendre pour votre séance de lecture. » Maria hocha la tête, son regard déjà retourné vers la fenêtre. Sur sa table de chevet, un livre de poésie attendait, marque-page inséré au même endroit depuis des semaines. Isabelle soupira doucement avant de quitter la chambre. Elle travaillait pour les Lefort depuis 5 ans, et l'état de Maria l'avait toujours intriguée. Officiellement présentée comme une cousine éloignée souffrant de troubles mentaux, la femme ne recevait jamais de visite hormis celle d'Arnaud et du médecin de famille. Ses médicaments, toujours les mêmes, arrivaient dans des flacons sans étiquette. Parfois, Isabelle surprenait dans le regard de Maria une lueur fugace de lucidité, comme si quelque chose luttait pour émerger sous la surface placide. Dans ces moments-là, la femme semblait chercher quelque chose.
ses mains tâtonnant nerveusement son cou. Comme à la recherche d'un bijou absent, ce soir-là, après le départ de l'infirmière, Maria resta immobile devant la fenêtre, dans le ciel parisien. Une étoile particulièrement brillante attira son attention. Un souvenir ténu, presque insaisissable, effleura sa conscience. Un jeune homme lui montrant les constellations, sa main chaude tenant la sienne, le poids léger d'un anneau à son doigt, puis, comme toujours, le souvenir s'évanouit, emporté par le brouillard qui enveloppait son esprit depuis si longtemps. Le lendemain matin, Alexandre Dumas contemplait Paris à travers les baies vitrées de son bureau au dernier étage d'une tour moderne du quartier de la Défense. À 49 ans, il dirigeait l'un des plus importants groupes immobiliers de France, fruit d'un travail acharné qui avait commencé dans l'ombre de son père. Mais aujourd'hui, les dossiers urgents et les appels en attente n'occupaient pas son esprit. La rencontre avec Nadine Laurent avait ravivé des souvenirs qu'il croyait enterrés. « Monsieur Dumas », sa secrétaire passa la tête par la porte entr'ouverte. « Monsieur Moreau est arrivé. » Alexandre acquiesça. « Faites-le entrer, Sylvie. Et pas d'appel pendant notre entretien, s'il vous plaît. » Marc Moreau était un ancien inspecteur de police reconverti en détective privé, un homme discret, méthodique, avec cette capacité rare de déterrer des vérités enfouies, sans jamais rien laisser paraître de ses méthodes. « Bonjour, Alexandre, » dit-il en entrant, serrant fermement la main tendue. « Votre appel m'a intrigué. Il est rare que vous me contactiez avec tant d'urgence. Asseyez-vous. » « Marc, j'ai besoin de votre expertise pour une affaire personnelle. » Moreau sortit un petit carnet de sa poche intérieure. « Je vous écoute. Il s'agit d'une femme disparue, il y a 26 ans, Chloé Mercier. » Alexandre marqua une pause, les souvenirs affluant douloureusement. « Nous étions ensemble. Elle était enceinte lorsqu'elle a disparu sans laisser de traces. Pendant des années, j'ai engagé des enquêteurs. J'ai cherché moi-même, sans jamais rien trouver. Jusqu'à maintenant, suggéra Moreau, percevant le changement dans la voix d'Alexandre. Hier soir, j'ai rencontré une femme. Nadine Laurent. Elle portait un anneau qui appartenait à Chloé. Un bijou unique que je lui avais offert. Alexandre prit une profonde inspiration. Elle m'a dit être la sœur de Chloé, et que celle-ci était morte il y a 25 ans. Avez-vous des raisons de douter de ces affirmations? Non. Et oui. Alexandre se leva, incapable de rester en place. Elle semblait sincère, mais réticente, comme si elle cachait quelque chose. Et puis, il hésita. Elle n'a pas répondu clairement quand j'ai parlé de l'enfant. Moreau nota quelques mots dans son carnet. Vous pensez que l'enfant aurait survécu? C'est possible. Nadine. Laurent élève une jeune femme qu'elle présente comme sa nièce, Manon. Elle aurait l'âge qu'aurait aujourd'hui l'enfant de Chloé. Vous voulez que je vérifie tout ça? Oui, mais avec une extrême discrétion. Cette femme, Nadine, semblait terrifiée quand j'ai commencé à poser des questions. Je ne veux pas l'effrayer davantage. Et il y a autre chose, n'est-ce pas? Demanda Moreau, percevant l'hésitation d'Alexandre. Alexandre se tourna vers la fenêtre, observant la skyline parisienne qui s'étendait jusqu'à l'horizon, le restaurant où travaille Nadine Laurent, le Grand Palais. Il appartient au groupe Lefort. Moreau leva un sourcil. Gérard Lefort. Son fils, Arnaud, gère l'établissement depuis la mort du vieux Gérard. Les Lefort et vous, ce n'est pas exactement une histoire d'amitié, si je me souviens bien. Alexandre eut un rire sans joie. C'est le moins qu'on puisse dire, à l'époque de la disparition de Chloé. Gérard Lefort était mon principal rival. Il aurait fait n'importe quoi pour me ruiner. Vous pensez qu'il pourrait être impliqué dans la disparition de votre compagne? Je n'ai jamais eu de preuves. Mais maintenant que cette coïncidence surgit, Moreau referma son carnet. Je vais creuser tout ça. Discrètement, après le départ du détective, Alexandre resta longtemps immobile devant la fenêtre. L'anneau d'émeraude, après toutes ces années, le destin avait placé sur sa route ce lien tangible avec Chloé. Était-ce un signe que les mystères du passé pouvaient enfin être résolus? Son téléphone vibra, affichant le nom de Catherine, son épouse depuis 15 ans, une femme intelligente, élégante, qui avait accepté d'épouser un homme dont le cœur portait encore la cicatrice d'un amour perdu. Alexandre hésita, puis rejeta l'appel. Que pourrait-il lui dire? Comment expliquer que le fantôme de Chloé venait de ressurgir dans sa vie? Au même moment, dans une salle de cours à la Sorbonne, Manon Laurent écoutait attentivement un cours de droit international, à 25 ans. Elle était l'une des meilleures étudiantes de sa promotion, promise à un brillant avenir que sa tante s'était sacrifiée pour lui offrir. « Mademoiselle Laurent ?»
Manon sursauta, tirée de ses notes par la voix du professeur. Pourriez-vous nous rappeler les principes fondamentaux de l'extraterritorialité dans le cadre du droit européen ? Manon se leva, récitant avec assurance les concepts juridiques complexes, sous le regard admiratif de ses camarades. Lorsqu'elle se rassit, son téléphone vibra discrètement. Un message de sa tante. « Désolée pour hier soir. Journée difficile. Dîner ensemble ce soir. Je dois te parler de quelque chose d'important. » Intriguée, Manon répondit par l'affirmative, puis retourna à ses notes. Jamais elle n'aurait imaginé que ce quelque chose d'important allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. À la sortie du cours, elle fut surprise de voir un homme élégant l'attendre dans le couloir. Grand, les tempes grisonnantes, avec un regard à la fois doux et intense, qui semblait l'étudier avec une étrange familiarité. « Mademoiselle Laurent » demanda-t-il en s'approchant. « Je suis Alexandre Dumas. J'aurais aimé vous parler un instant. »« Vous connaissez ma tante ?» répondit Manon, surprise de reconnaître le nom que Nadine avait plusieurs fois mentionné ces derniers jours. « Elle m'a parlé de vous. Et que vous a-t-elle dit exactement ?» s'enquit Alexandre, scrutant son visage avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Que vous étiez un client important du restaurant, que vous vous étiez montré gentil lors d'un incident ?» Alexandre sourit légèrement. « C'est tout. Devrait-il y avoir autre chose ?» répliqua Manon, soudain méfiante. « Non, bien sûr. » Il sortit une carte de visite qu'il lui tendit. « Je suis également à la recherche d'assistants juridiques pour mon entreprise. Votre tante m'a parlé de vos excellents résultats. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. » Manon prit la carte, perplexe. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette rencontre, comme si cet homme cherchait autre chose que ce qu'il prétendait. « Merci, j'y réfléchirai, » dit-elle poliment, dit-elle. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un autre cours. » Alexandre la regarda s'éloigner, frappé par sa ressemblance avec Chloé. Les mêmes yeux verts, la même façon de relever légèrement le menton quand elle était sur la défensive. Son cœur se serra. Cette jeune femme pouvait-elle être sa fille, d'elle ? Pendant ce temps, au Grand Palais, Arnaud Lefort observait Nadine avec une attention nouvelle. Son comportement avait changé depuis sa conversation avec Alexandre Dumas la veille. Elle semblait nerveuse, préoccupée, sursautant au moindre bruit. « Laurent » l'interpella-t-il sèchement. « Dans mon bureau ?» Maintenant, Nadine le suivit, le cœur battant. Les renvois étaient infréquents au Grand Palais, souvent pour des raisons futiles. Fermez la porte, ordonna Arnaud en s'asseyant derrière son bureau imposant. Il la dévisagea longuement avant de parler. « Que voulait Dumas hier soir ?»« Rien d'important. Monsieur, il s'inquiétait simplement pour moi après l'incident. Ne me prenez pas pour un imbécile, Laurent. J'ai vu votre réaction quand il a mentionné votre bijou, ce pendentif que vous gardez toujours caché. » Nadine porta instinctivement la main à son cou. « C'est personnel, monsieur. Un souvenir de famille. » Arnaud se leva lentement, contournant le bureau pour se rapprocher d'elle. « Les Dumas et les Lefort ont une longue histoire, Laurent. Une histoire compliquée. Alexandre Dumas n'est pas l'homme de bien qu'il prétend être. Je ne comprends pas en quoi cela me concerne, » murmura Nadine, cherchant à dissimuler son malaise. « Cela vous concerne si vous commencez à fraterniser avec lui. » Le ton d'Arnaud était menaçant. « Le Grand Palais a une réputation à maintenir. Nous ne pouvons pas nous permettre que notre personnel s'implique dans des situations compromettantes. Je vous assure que ce n'est pas le cas. » Arnaud la fixa encore un instant, puis hocha la tête. « Bien, j'espère que c'est clair. Vous pouvez disposer. » En sortant du bureau, Nadine sentit ses jambes trembler. Pour la première fois depuis des années, elle eut l'impression que le passé qu'elle avait si soigneusement enfoui commençait à refaire surface. Tel un cadavre remontant des profondeurs d'un lac, dans son bureau, Arnaud décrocha son téléphone. « Rossignol, c'est Lefort. J'ai besoin que vous surveilliez quelqu'un pour moi. Une de mes employées, Nadine Laurent. » Il fit une pause. « Et découvrez tout ce que vous pouvez sur sa nièce, une certaine Manon Laurent. » Il raccrocha, le regard perdu dans la contemplation d'une photographie sur son bureau. Une photo de famille où figurait une femme au regard absent, présentée aux rares visiteurs comme une cousine éloignée, Maria, la brasserie du parc, avec ses chaises en rotin et ses nappes à carreaux rouges et blancs. Était l'un des rares endroits où Nadine se sentait vraiment à l'aise, loin de l'atmosphère guindée du Grand Palais. Ce petit établissement du 19e arrondissement lui rappelait les cafés de son enfance. Manon arriva, essoufflée d'avoir couru depuis la station de métro. Elle embrassa sa tante avant de s'asseoir face à elle,
Désolée pour le retard. Le prof de procédure nous a retenus. Elle scruta le visage fatigué de Nadine. Ça ne va pas. Tu as l'air préoccupée? Nadine repoussa sa tasse de café, cherchant les mots justes pour commencer cette conversation qu'elle avait repoussée pendant 25 ans. Manon, tu te souviens des questions que tu me posais quand tu étais petite, sur ta mère? Le visage de la jeune femme se figea. C'était un sujet rarement abordé entre elles. Bien sûr, tu m'as toujours dit qu'elle était morte dans un accident quand j'étais bébé, que c'était trop douloureux d'en parler. Nadine sortit lentement la chaîne de son cou, révélant l'anneau d'émeraude qui scintillait sous la lumière tamisée du café. Ceci appartenait à ta mère, à Chloé, ma sœur aînée. Manon tendit la main, touchant l'anneau du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Tu ne me l'as jamais montré avant. Je le gardais pour le jour où... Nadine hésita. Pour le jour où je devrais te raconter toute l'histoire. Et ce jour est arrivé. La voix de Manon trahissait son appréhension. Nadine prit une profonde inspiration. Hier soir, au restaurant, j'ai rencontré un homme qui a reconnu cet anneau. Alexandre Dumas. Il affirme l'avoir offert à Chloé il y a 26 ans. Il dit qu'ils étaient amoureux et que... Elle marqua une pause. Et que Chloé attendait un enfant de lui quand elle a disparu. Manon resta immobile, son visage reflétant le choc de cette révélation. Tu es en train de me dire que cet homme, ce Alexandre Dumas, pourrait être mon père? C'est possible, oui. Et tu ne m'en as jamais rien dit. L'incrédulité dans la voix de Manon se transformait lentement en colère. Tu m'as laissé croire pendant toutes ces années que je n'avais plus de famille à part toi. Je t'en prie. Manon, essaie de comprendre. Ta mère est arrivée chez moi en pleine nuit, terrifiée. Elle m'a confié un bébé, toi, et cet anneau, disant qu'elle était en danger, que des hommes la poursuivaient. 3 jours plus tard, on retrouvait son corps. La voix de Nadine se brisa. J'avais 17 ans. J'étais terrifiée. Tout ce que je savais, c'est que je devais te protéger. Manon passa une main tremblante dans ses cheveux, tentant d'assimiler ces informations. Et maintenant, ce Dumas réapparaît comme par magie. C'est une coïncidence un peu grosse, non? Je sais, mais tu aurais dû voir son visage quand il a reconnu l'anneau. Il t'a dit quoi d'autre? Pas grand-chose. Nous avons été interrompus. Mais il veut me revoir. Nous revoir. Manon se leva brusquement. Il m'a abordé aujourd'hui, à la fac. Il prétendait m'offrir un stage. Quoi? Nadine pâlit. Il ne m'avait pas dit qu'il comptait te contacter. Apparemment. Il y a beaucoup de choses qu'il ne t'a pas dites. Manon reprit sa place, son regard fixé sur l'anneau. Et s'il était impliqué dans la mort de maman? S'il avait des raisons de ne pas vouloir de cet enfant? Non, Manon, je ne pense pas. Tu ne penses pas. Tu ne le connais même pas. Manon baissa la voix. Consciente des regards curieux des clients voisins, pendant 25 ans, tu m'as caché la vérité sur mes origines, et maintenant, quand un étranger apparaît avec une histoire à dormir debout, tu es prête à tout croire. Nadine tendit la main pour toucher celle de Manon, mais la jeune femme la retira. J'ai besoin de réfléchir. Seule. Elle se leva, ramassant son sac. Ne m'attends pas ce soir. Nadine la regarda partir, le cœur lourd. La confrontation s'était déroulée exactement comme elle l'avait redouté. Comment expliquer à Manon que chaque jour passé sans lui révéler la vérité avait été une torture, mais qu'elle avait vécu avec la peur constante que le danger qui avait emporté Chloé puisse un jour les rattraper? Marc Moreau étala plusieurs dossiers sur le bureau d'Alexandre Dumas. J'ai fait quelques recherches préliminaires sur Chloé Mercier, annonça-t-il. La version officielle dit qu'elle est morte dans un accident. Identifiée comme victime d'une noyade dans la Seine, le rapport de police mentionne des ecchymoses suggérant qu'elle aurait pu être agressée avant de tomber à l'eau. Alexandre feuilleta le rapport, les traits retirés, qui a identifié le corps. Nadine Mercier, sa sœur cadette. Elle avait 17 ans à l'époque. Les parents étaient décédés quelques années plus tôt dans un accident de voiture. Et pour Manon, Moreau ouvrit un autre dossier. Officiellement, Manon Laurent est la fille de Chloé Mercier, père inconnu, née 2 semaines avant la mort de sa mère. Nadine a obtenu sa garde en tant que plus proche parente. Alexandre ferma les yeux un instant, assimilant l'information. Alors c'est bien ma fille. C'est probable, oui, mais il y a quelque chose d'étrange dans le dossier. Moreau pointa un document.
aucun hôpital parisien n'a d'enregistrement d'une naissance correspondant à Manon à cette période, le certificat de naissance a été établi rétroactivement, sur déclaration de Nadine Mercier. Ce qui signifie, soit Chloé a accouché ailleurs, soit elle était retenue quelque part pendant sa grossesse, compléta Alexandre, une colère froide montant en lui. J'ai également creusé du côté des Lefort. Poursuivit Moreau. À l'époque de la disparition de Chloé, il venait de lancer une OPA hostile contre votre entreprise familiale. La bataille boursière faisait rage. Je m'en souviens, murmura Alexandre. Mon père en est mort, crise cardiaque, provoquée par le stress. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que Gérard Lefort engageait régulièrement des hommes de main pour, disons, faciliter ses négociations. Moreau lui tendit une photographie jaunie. Cet homme, Jules Bernier, était son exécuteur principal. Il est mort il y a 10 ans, mais son neveu, un certain Rossignol, travaille désormais pour Arnaud Lefort. Alexandre contempla la photo, sentant le puzzle se reconstituer lentement. Vous pensez que Gérard aurait pu faire enlever Chloé pour me déstabiliser ? C'est une possibilité que je n'exclus pas. Lefort était connu pour frapper là où ça fait mal. Mais pourquoi tuer Chloé après la naissance ? Pourquoi ne pas simplement ? Alexandre s'interrompit, incapable de poursuivre. C'est ce que nous devons découvrir, répondit doucement Moreau. Et il y a autre chose, un détail qui m'intrigue. La cousine malade des Lefort, cette Maria. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? Elle est apparue dans le tableau familial peu après la mort présumée de Chloé. Instabilité mentale, amnésie profonde suite à un traumatisme. Les Lefort ont toujours été très discrets à son sujet, trop discrets. Alexandre se redressa, soudain attentif. Vous pensez que... Je ne pense rien pour l'instant, tempéra Moreau. Mais je vais continuer à creuser, après le départ du détective. Alexandre resta longtemps immobile, les yeux fixés sur les dossiers éparpillés. Si Chloé avait été victime d'un complot des Lefort, il ne s'arrêterait pas avant d'avoir découvert toute la vérité et fait payer les responsables. Son téléphone sonna, le nom de Catherine s'afficha à nouveau. Cette fois, il décrocha. « Alexandre, où es-tu ? Le dîner avec les Mercier est dans 1 heure. »« Je suis désolée, Catherine, j'ai été retenue. »« Encore ?» Son ton était glacial. C'est la 3e fois cette semaine. Adrien commence à penser que son père l'évite délibérément. Alexandre ferma les yeux, frappé par le poids de sa double vie naissante. D'un côté, Catherine et Adrien, la famille qu'il avait construite après avoir perdu tout espoir de retrouver Chloé. De l'autre, ce lien inattendu avec son passé, cette possibilité vertigineuse que Manon soit sa fille biologique. Dis à Adrien que je me rattraperai ce week-end. Je vous promets une journée entière, rien que tous les 3. Comme tu voudras, répondit Catherine avant de raccrocher sèchement. Alexandre rangea les dossiers dans son coffre. Demain, il rencontrerait à nouveau Nadine, et cette fois, il lui poserait toutes les questions qui le hantaient depuis 26 ans. La clinique privée Saint-Antoine, nichée dans un élégant hôtel particulier du 16e arrondissement, accueillait la clientèle la plus fortunée de Paris. Le DEUR, Étienne Valmont, y officiait depuis 20 ans en tant que médecin principal de la famille Lefort. Ce matin-là, il examinait Maria avec la même minutie méthodique que d'habitude. Tout en gardant un œil sur la pendule en bronze qui trônait sur la cheminée, Arnaud Lefort viendrait chercher sa cousine dans exactement 20 minutes, comme chaque premier mercredi du mois. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Maria ?» demanda-t-il en contrôlant ses pupilles à l'aide d'une petite lampe. « Bien, docteur », répondit-elle d'une voix douce, presque enfantine. « J'ai fait des rêves étranges cette nuit. » Valmont s'immobilisa, soudain attentif. « Quel genre de rêve ? J'étais sur un pont, au-dessus de l'eau. Quelqu'un me tenait la main. Il y avait une bague. » Elle s'interrompit. Son regard se voilant. « Mais je ne me souviens plus du reste. » Le médecin nota soigneusement ces informations dans son carnet. C'était la 3e fois ce mois-ci que Maria mentionnait des rêves similaires. Les médicaments perdaient-ils de leur efficacité après toutes ces années ? « Je vais ajuster légèrement votre traitement, » annonça-t-il en rédigeant une ordonnance. « Rien de majeur, juste pour vous aider à mieux dormir. » Maria acquiesça docilement, habituée aux changements de prescription qui rythmaient sa vie depuis si longtemps. Elle fixa le médecin, quelque chose d'indéfinissable dans son regard. « Docteur, avez-vous déjà porté un anneau d'émeraude ?» La question, si spécifique,
fit tressaillir Valmont. « Non, Maria, pourquoi cette question? Dans mes rêves, il y a toujours cet anneau. » Elle tendit sa main gauche, fixant son annulaire nu. « Je sens qu'il devrait être là. » La porte s'ouvrit brusquement, révélant Arnaud Lefort, élégant dans son costume sur mesure, mais le visage tendu par une irritation mal contenue. « Docteur, nous sommes pressés aujourd'hui, » annonça-t-il sèchement. « Comment va notre patiente? »« Stable, » répondit prudemment Valmont. « J'ai ajusté légèrement son traitement. »« Rien d'inquiétant. » Arnaud s'approcha de Maria, posant une main sur son épaule avec une familiarité qui semblait la mettre mal à l'aise. « Prête à rentrer, cousine. » Dès qu'ils eurent quitté son bureau, Valmont s'affala dans son fauteuil, le front moite, après 20 ans de complicité silencieuse. Les doutes qui le rongeaient devenaient insupportables. L'état de Maria n'avait jamais correspondu au diagnostic officiel d'instabilité mentale post-traumatique. Les médicaments qu'il lui prescrivait sur ordre des Lefort servaient principalement à maintenir son esprit dans un brouillard permanent. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe jaunie. À l'intérieur, un vieux cliché montrait une jeune femme souriante, les cheveux au vent, sur la terrasse d'un café. Chloé Mercier, disparue 26 ans plus tôt. La ressemblance avec Maria était frappante, malgré les années et le regard éteint de cette dernière. La mort de Gérard Lefort avait libéré Valmont d'une partie de sa peur. Le vieux patriarche avait sur lui un pouvoir de terreur que son fils n'égalait pas. Peut-être était-il temps de réparer sa part dans cette conspiration du silence. Manon errait sans but dans les allées du jardin du Luxembourg, l'esprit en ébullition. Les révélations de Nadine avaient bouleversé tous ses repères. Qui était-elle vraiment? La nièce chérie de Nadine ou l'héritière d'un empire immobilier? Et que devait-elle faire de cet Alexandre Dumas, qui prétendait être son père biologique? Elle s'assit sur un banc, sortant la carte de visite qu'il lui avait remise. Après un moment d'hésitation, elle composa le numéro. Alexandre Dumas à l'appareil. Monsieur Dumas, c'est Manon Laurent. Un silence. Puis, Manon, je suis heureux que vous m'appeliez. Ma tante m'a parlé à propos de ma mère et de vous. Je comprends. Sa voix était calme, mesurée. Cela doit être beaucoup à assimiler d'un coup. J'ai des questions. Beaucoup de questions. C'est normal. Je serais heureux d'y répondre si vous le permettez. Manon prit une profonde inspiration. D'accord, mais pas seule. Je veux que ma tante soit présente. Bien sûr, quand vous voulez. Ils convinrent d'un rendez-vous pour le lendemain. Après avoir raccroché, Manon resta longtemps assise, observant les enfants qui jouaient près du bassin. Avait-elle eu raison d'accepter cette rencontre? Pouvait-elle faire confiance à cet homme qui surgissait du passé avec des réponses qu'elle avait toujours cherchées? Nadine tournait en rond dans le petit appartement, nerveuse comme jamais, depuis sa conversation avec Manon la veille. Sa nièce ne répondait plus à ses appels. S'était-elle montrée trop brutale dans ses révélations? Aurait-elle dû attendre, préparer le terrain plus doucement? Son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Madame Laurent, de Étienne Valmont à l'appareil. Nadine fronça les sourcils. Ce nom lui était totalement étranger. Oui, nous ne nous connaissons pas, mais j'ai des informations concernant votre sœur, Chloé Mercier. Le sang de Nadine se glaça. Ma sœur est morte il y a 25 ans. Ah, c'est précisément de cela que je voudrais vous parler. La voix du médecin était tendue, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Pas au téléphone. Pourrions-nous nous rencontrer? C'est important. Nadine hésita, partagée entre méfiance et curiosité. Qui êtes-vous exactement? Comment connaissez-vous ma sœur? Je suis médecin personnel de la famille Lefort. Il s'interrompit. Madame Laurent, je ne peux pas en dire plus au téléphone, mais croyez-moi, si vous voulez connaître la vérité sur ce qui est arrivé à votre sœur, vous devez me rencontrer. Après un moment de réflexion, Nadine accepta un rendez-vous dans un café anonyme du 12e arrondissement. À peine avait-elle raccroché que son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Manon. Dans la demeure des Lefort, Catherine Dumas attendait patiemment dans le salon privé d'Arnaud. Les lieux respiraient l'opulence discrète. Avec leurs boiseries anciennes et leurs tableaux de maître, la porte s'ouvrit, révélant Arnaud, dont le visage s'éclaira d'un sourire calculé. « Catherine, quelle surprise !» Il s'approcha pour lui faire la bise. « Alexandre n'est pas avec vous. »« Non. » Sa voix était glaciale. « C'est justement d'Alexandre que je voudrais vous parler. » Arnaud lui désigna un fauteuil, avant de servir 2 verres de cognac.
Je vous écoute. Mon mari a changé ces derniers jours. Il est distant, préoccupé. Elle fit tourner le liquide ambré dans son verre. Je crois qu'il a renoué avec son passé. Un passé qui nous concerne tous les deux. D'une certaine façon. Chloé Mercier, murmura Arnaud. Soudain tendu, Catherine hocha la tête. Vous êtes bien informée. J'ai mes sources. Il s'assit face à elle. Que savez-vous exactement? Qu'Alexandre a rencontré une femme qui porte un anneau ayant appartenu à son ancienne amante, qu'il a engagé un détective et qu'il pense avoir retrouvé un enfant qu'il croyait perdu. Elle but une gorgée de cognac. Notre fils, Adrien, a 17 ans. Il est l'héritier légitime de l'Empire d'Uma. Je ne permettrai pas qu'un fantôme du passé vienne menacer son avenir. Arnaud l'étudia avec un respect nouveau. Que proposez-vous? Une alliance? Temporaire et discrète? Vous avez visiblement vos raisons de craindre que cette histoire refasse surface. J'ai les miennes. Unissons nos efforts pour étouffer ce feu avant qu'il ne devienne un incendie. Je vous écoute. Catherine sortit de son sac un dossier qu'elle lui tendit. Voici tout ce que je sais sur les démarches d'Alexandre, ses rendez-vous, le nom de son détective, les personnes qu'il a contactées. À vous de me dire ce que vous savez sur cette Nadine Laurent et sa nièce. Arnaud parcourut rapidement le dossier, impressionné par la précision des informations. Vous êtes une femme remarquable. Catherine, Alexandre ne réalise pas la chance qu'il a. Mon mari vit dans le passé, Arnaud. Il n'a jamais vraiment fait son deuil de cette Chloé. Son regard s'assombrit. Si cette histoire revient le hanter, ce n'est pas seulement notre mariage qui est en jeu, mais l'avenir de mon fils et l'avenir du groupe Lefort, compléta Arnaud en se resservant du cognac. Mon père a bâti cet empire. Je ne laisserai personne le détruire. Surtout pas Alexandre Dumas et ses fantômes. Ils trinquèrent, scellant une alliance née de la peur et de l'ambition. Ce qu'ignorait Catherine, c'est qu'Arnaud jouait un jeu bien plus dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Dans l'aile de la demeure, Maria regardait tomber la pluie, fredonnant doucement une berceuse dont elle ignorait l'origine, mais qui faisait pleurer son cœur chaque fois qu'elle la chantait. L'aube teintait à peine le ciel parisien, lorsque Maria s'éveilla en sursaut, le cœur battant, le front moite. Le même rêve, encore, plus vivant, plus précis cette fois. Elle se leva avec précaution, prenant garde à ne pas alerter Isabelle qui dormait dans la chambre adjacente. La fenêtre donnait sur le jardin des Lefort, magnifique même dans la lumière blafarde du petit matin. Maria posa son front contre la vitre fraîche, cherchant à apaiser le tumulte de son esprit. Dans son rêve, elle courait le long d'un quai, l'eau sombre de la Seine à sa droite. Quelqu'un la poursuivait, elle était terrifiée. Mais pas seulement pour elle-même, elle protégeait quelque chose, quelqu'un, un bébé, son bébé. Cette pensée la frappa avec la violence d'un coup physique. Maria chancela, s'agrippant au rebord de la fenêtre, d'où venait cette certitude soudaine. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Arnaud et les médecins le lui avaient répété des centaines de fois. Elle était Maria, la cousine instable, victime d'un accident qui avait brisé sa mémoire. Pourtant, ses doigts effleurèrent son ventre, traçant une fine ligne sur le côté gauche. La cicatrice, une appendicite, lui avait-on dit, mais dans son rêve, cette marque racontait une autre histoire. Maria, vous êtes réveillée. Isabelle se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage rond exprimant une inquiétude sincère. Un mauvais rêve, murmura Maria, retournant docilement vers son lit. L'infirmière s'approcha, vérifiant automatiquement le pilulier sur la table de nuit. Il est encore tôt. Vous devriez essayer de vous rendormir. Isabelle. Maria hésita, puis se lança. Avez-vous des enfants? La question surprit l'infirmière. Oui. Un fils de 12 ans, pourquoi? Comment est-ce? De donner la vie? Le visage d'Isabelle s'adoucit. C'est indescriptible la douleur, puis cette joie immense quand vous tenez enfin votre enfant. Ce sentiment que plus rien ne sera jamais comme avant. Elle s'interrompit, fronçant légèrement les sourcils. Pourquoi cette question, Maria? Simple curiosité, répondit-elle, détournant le regard. Je vais essayer de me rendormir. Lorsque l'infirmière eut quitté la chambre, Maria glissa la main sous son matelas, en extrayant un petit carnet qu'elle cachait depuis des semaines, sur les pages. Elle avait griffonné des fragments de souvenirs, des bribes de rêves, un pont, un anneau d'émeraude, le prénom Alexandre qui revenait sans cesse, sans qu'elle sache qui il était, et maintenant, un bébé. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi ces questions la terrifiaient-elles autant qu'elle la fascinait? Je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre,
dit Alexandre en servant le thé à Nadine et Manon dans le salon de son appartement du Marais. Les lieux reflétaient un luxe discret, haut plafond, moulures anciennes, mobilier élégant mais sans ostentation. Sur les murs, des photographies en noir et blanc montraient Paris à différentes époques. Manon observait chaque détail, cherchant des indices sur cet homme qui prétendait être son père. Son regard s'arrêta sur une photo encadrée sur le piano. Alexandre, plus jeune, aux côtés d'une femme élégante et d'un adolescent au sourire timide. « Votre famille ?» demanda-t-elle abruptement. Alexandre suivit son regard. « Oui, Catherine, mon épouse, et Adrien, notre fils. Il a 17 ans. » Un silence inconfortable s'installa. Manon sentit la main de Nadine presser doucement la sienne. « Je comprends que cette situation soit difficile, » reprit Alexandre, « pour vous deux. Mais j'espère que vous comprenez également ce que je ressens. Pendant 26 ans, j'ai cru que la femme que j'aimais avait disparu sans laisser de traces, emportant avec elle l'enfant que nous attendions. » Il marqua une pause, maîtrisant l'émotion dans sa voix. « Découvrir aujourd'hui que cet enfant est vivant, que vous êtes là, Manon. C'est un miracle auquel je n'osais plus croire. »« Comment pouvez-vous être sûre que je suis votre fille ?» demanda Manon, sa voix trahissant son scepticisme. « Vous n'avez que la parole de ma tante et un anneau comme preuve. »« C'est vrai, » concéda Alexandre. « C'est pourquoi je ne vous demanderai rien tant que nous n'aurons pas confirmé les faits. Un test ADN pourrait... »« Un test ADN ?» Manon se raidit. « Vous allez vite en besogne, monsieur Dumas. »« Manon » intervint doucement Nadine. « Non, Tati, je veux comprendre. » Elle se tourna vers Alexandre. « Admettons que je sois votre fille biologique. Qu'est-ce que cela changerait exactement ? Vous avez déjà une famille, une épouse, un fils. Quelle place y aurait-il pour moi ? » La question directe prit Alexandre au dépourvu. « Je n'ai pas toutes les réponses, Manon. Mais je sais une chose. Si vous êtes ma fille, je veux vous connaître. Je veux rattraper ces années perdues. Et votre épouse, elle est au courant de tout ceci. » Alexandre détourna brièvement le regard. « Pas encore. Je voulais d'abord être certain. »« Charmant, » commenta sèchement Manon. « Donc je suis un secret potentiellement embarrassant. »« Ce n'est pas ça du tout, » protesta Alexandre. « Catherine et moi traversons une période compliquée. J'essaie simplement de gérer cette situation avec prudence. » Nadine, qui était restée silencieuse, intervint. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, Manon. J'ai reçu un appel hier. Un médecin qui prétend avoir des informations sur ta mère. » Alexandre se redressa vivement. « Quel médecin ?»« Étienne Valmont. Il dit être le médecin personnel des Lefort. » Le visage d'Alexandre s'assombrit. « Les Lefort, j'en étais sûre. Ils sont mêlés à cette histoire depuis le début. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Nadine, soudain inquiète. « À l'époque de la disparition de Chloé, Gérard Lefort était mon principal rival dans le secteur immobilier. Notre confrontation était brutale. » Alexandre hésita. « J'ai toujours soupçonné qu'il pouvait être impliqué dans sa disparition, mais je n'ai jamais pu le prouver. Et maintenant son fils dirige le restaurant où je travaille, » murmura Nadine. « Ce ne peut pas être une coïncidence. » Manon les observait tour à tour. Assimilant ces nouvelles informations, ce médecin, qu'a-t-il dit exactement ? Juste qu'il avait des informations importantes concernant Chloé et qu'il voulait me rencontrer. J'ai accepté un rendez-vous demain. « Je viendrai avec vous, » décida Manon, son ton n'admettant aucune discussion. « C'est trop risqué, » objecta Nadine. « Si les Lefort sont vraiment impliqués, c'est ma mère, » l'interrompit fermement Manon. « J'ai le droit de savoir. » Alexandre observait cet échange avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Plus il regardait Manon, plus il reconnaissait les traits de Chloé, la même détermination farouche, la même façon de relever le menton quand elle se sentait défiée. « Je propose un compromis, » dit-il finalement. « Je vous accompagnerai toutes les deux à cette rencontre. Si les Lefort sont effectivement derrière tout cela, vous aurez besoin d'un allié, et j'ai mes propres questions pour ce DR. » Valmont, après un moment d'hésitation, Nadine acquiesça. « D'accord. » Tandis qu'ils finalisaient les détails de leur rencontre avec le médecin, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis une voiture garée de l'autre côté de la rue. Rossignol, l'homme de main d'Arnaud, prenait soigneusement des notes qu'il s'empresserait de transmettre à son employeur. Arnaud Lefort raccrocha son téléphone, le visage tendu par la colère. Ce traître de Valmont a contacté Nadine Laurent. Ils doivent en se rencontrer demain. Catherine Dumas, assise face à lui dans son élégant bureau, resta impassible.
et Alexandre sera présent. Votre mari se rapproche dangereusement de la vérité. » Arnaud se servit un verre de whisky, ses doigts trahissant sa nervosité. « Si Valmont parle, il ne parlera pas, » affirma Catherine avec une assurance glaciale. « Pas si nous agissons rapidement. Qu'avez-vous en tête ?» Catherine sortit une enveloppe de son sac. « J'ai fait quelques recherches sur notre cher docteur. Il a une fille à McGill, au Canada, des frais de scolarité astronomiques, payés par une mystérieuse fondation. » Elle lui tendit l'enveloppe. « Une fondation que votre père a créée. » Arnaud parcourut les documents, un sourire lent se dessinant sur son visage. « Je vois. Notre bon docteur a été généreusement récompensé pour ses services. Et il pourrait tout perdre si certaines irrégularités fiscales venaient à être découvertes. Catherine, vous êtes redoutable. » Elle inclina légèrement la tête, acceptant le compliment. « Quant à cette Nadine Laurent, j'ai une proposition qui pourrait l'inciter à garder ses distances avec mon mari. Je vous écoute. » Argent contre silence, simple et efficace. Catherine croisa élégamment ses jambes. 500 000 € pour qu'elle disparaisse avec sa prétendue nièce. Un nouveau départ loin de Paris, loin d'Alexandre. Arnaud l'étudia avec un respect nouveau. Et si elle refuse? Le sourire de Catherine se fit plus froid encore. Tout le monde a un prix, Arnaud. Il suffit de trouver le bon. Pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, elle laissa sa phrase en suspens, tandis qu'ils peaufinaient leur plan. Dans l'ailesse de la demeure, Maria ouvrait doucement le tiroir de sa commode, sous ses vêtements soigneusement pliés. Elle avait dissimulé une petite boîte contenant les quelques objets personnels qu'elle avait réussi à sauver au fil des années. Un morceau de ruban bleu, un galet ramassé lors d'une rare sortie au parc, et une coupure de journal jauni. L'article, datant de 25 ans, relatait brièvement la découverte du corps d'une femme non identifiée dans la Seine. Maria ne savait pas pourquoi elle avait conservé cet article, ni comment il était arrivé en sa possession. Mais chaque fois qu'elle le lisait, une douleur sourde, presque physique, lui serrait le cœur. Comme si cet inconnu lui parlait à travers le temps, comme si ce destin tragique avait un lien avec le vide qui habitait sa propre existence. La terrasse du Café des Artistes offrait une vue imprenable sur le canal Saint-Martin. C'était un lieu discret, suffisamment fréquenté pour ne pas éveiller les soupçons, mais assez calme pour permettre une conversation privée. Le DR Valmont avait choisi cet endroit avec soin. Il arriva une demi-heure en avance. S'installant à une table en retrait, dos au mur, ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il commanda un café. Après 20 ans de silence, la décision de parler n'avait pas été facile à prendre. Il savait ce qu'il risquait, mais le poids sur sa conscience était devenu trop lourd à porter. Nadine fut la première à apparaître. Suivie de près par Manon, le médecin les reconnut immédiatement. La jeune femme était le portrait craché de sa mère. Quand Alexandre Dumas les rejoignit quelques minutes plus tard, Valmont sentit son estomac se nouer. La configuration qu'il redoutait le plus, les 3 personnes les plus concernées par cette affaire, réunies face à lui. D'horreur, Valmont. Nadine tendit la main, que le médecin serra brièvement. « Merci d'être venu », murmura-t-il, les invitant à s'asseoir. « Je ne m'attendais pas à vous voir tous les 3. » « Cette histoire nous concerne tous, » répondit Alexandre, étudiant attentivement le visage du médecin. « Vous travaillez pour les Lefort. Depuis 20 ans, oui. » Valmont but une gorgée de café, cherchant ses mots. « Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait me coûter ma carrière, peut-être même davantage, mais je ne peux plus continuer à vivre avec ce secret. »« Quel secret ?» demanda Manon. Se penchant en avant, les mains crispées sur la table, le médecin sortit de sa serviette une enveloppe qu'il posa devant eux. « J'ai des raisons de croire que la femme connue sous le nom de Maria Lefort est en réalité Chloé Mercier, votre sœur, dit-il en regardant Nadine. Votre mère, ajouta-t-il en se tournant vers Manon. Et votre ancienne compagne, conclut-il à l'adresse d'Alexandre. Un silence de plomb s'abattit sur la table. Ce fut Nadine qui le rompit la première, sa voix à peine audible. C'est impossible. J'ai identifié le corps de ma sœur à la morgue. Le corps que vous avez identifié n'était pas celui de Chloé, répondit doucement Valmont. Gérard Lefort avait des connexions dans tous les services de la ville, y compris à la morgue. Il a arrangé cette mise en scène pour que vous ne cherchiez plus votre sœur. Alexandre, livide, ouvrit l'enveloppe. Elle contenait plusieurs photographies de surveillance montrant une femme aux cheveux grisonnants. Le regard vague, accompagné d'une infirmière dans un jardin. Malgré les années et l'expression absente, la ressemblance avec Nadine était frappante.
Mon Dieu, souffla-t-il. C'est elle, c'est Chloé. Manon s'empara d'une des photos, l'étudiant avec intensité. Ma mère est vivante. Sa voix tremblait. Ah, comment est-ce possible? Pourquoi les Lefort l'auraient-ils gardée prisonnière pendant 25 ans? Valmont jeta un regard nerveux autour de lui avant de baisser la voix. Gérard Lefort voulait détruire Alexandre. La disparition de Chloé n'était qu'une partie de son plan, mais les choses se sont compliquées. Pendant sa captivité, Chloé a donné naissance à votre enfant. Moi, murmura Manon. Oui, elle a réussi à s'échapper brièvement, juste assez longtemps pour vous confier à votre tante. Mais lors de sa tentative de fuite, il y a eu une confrontation violente. Chloé a subi un traumatisme crânien sévère, causant une amnésie profonde. Alexandre serra les poings, luttant pour contenir sa rage. Et au lieu de la laisser partir, de lui permettre de recevoir des soins appropriés, Lefort l'a gardée prisonnière. Valmont acquiesça. Gérard craignait qu'elle ne retrouve la mémoire et ne révèle ses crimes. Il a créé cette histoire de cousine mentalement instable. Maria, maintenue sous sédatif pendant des années, j'ai été engagée pour superviser son traitement. La honte était perceptible dans sa voix. Et vous avez accepté. Le mépris dans la voix de Manon était cinglant. J'étais jeune, ambitieux, Lefort a fait pression sur moi, puis m'a offert une position lucrative. Au début, je me suis dit que je l'aidais réellement, puis les années ont passé. Il secoua la tête. Je n'ai pas d'excuses, mais depuis la mort de Gérard, j'ai progressivement réduit sa médication ces derniers mois. Elle a commencé à montrer des signes de lucidité accrue, des fragments de souvenirs qui remontent. Elle se souvient de nous? Demanda Alexandre, l'espoir perçant dans sa voix. Pas clairement, mais elle mentionne un anneau d'émeraude, et récemment, elle a commencé à parler d'un bébé. Son bébé? Nadine porta la main à son cou, où l'anneau reposait toujours au bout de sa chaîne. Je dois la voir. C'est trop dangereux, avertit Valmont. Arnaud est encore plus paranoïaque que son père. Il fait surveiller la maison en permanence. Je me fiche du danger, insista Nadine. C'est ma sœur. Je l'ai crue morte pendant 25 ans. Il doit y avoir un moyen de l'approcher, intervint Alexandre. Une faille dans leur système. Valmont hésita. Puis, il y en a peut-être une. Dans 3 jours, les Lefort organisent leur gala annuel de charité à la demeure familiale, des centaines d'invités, du personnel supplémentaire, la sécurité sera concentrée sur les espaces publics. Pouvez-vous nous faire entrer? Demanda Alexandre. Peut-être, mais ce serait extrêmement risqué. Si Arnaud découvre que j'ai parlé? Docteur, interrompit Manon, sa voix soudain calme et déterminée. Vous avez participé à la séquestration de ma mère pendant 20 ans. Vous nous devez bien ça. Valmont soutint son regard, puis acquiesça lentement. Je vous aiderai. Alors qu'ils élaboraient un plan préliminaire, aucun d'eux ne remarqua la femme élégante qui quittait discrètement le café, son téléphone déjà à l'oreille. Catherine Dumas entra dans le bureau d'Arnaud comme une furie, jetant son sac sur le canapé. « Ils savent tout », annonça-t-elle sans préambule. Valmont leur a tout révélé. Arnaud se leva d'un bond. « Quoi? Quand? » À l'instant, je les ai suivis au café des artistes. Elle se servit un verre de cognac sans demander la permission. Votre médecin leur a révélé l'identité de Maria. Il prévoit de s'introduire chez vous pendant le gala. Ce traître, Arnaud frappa du poing sur son bureau. Je vais le détruire. Nous n'avons pas le temps pour la vengeance. Arnaud, il faut agir immédiatement. Catherine but une gorgée, rassemblant ses pensées. D'abord déplacer Maria, la cacher ailleurs. Impossible. Son état s'est dégradé ces dernières semaines. Elle devient imprévisible. Le risque serait trop grand. Alors augmentez sa médication. Assurez-vous qu'elle reste docile pendant le gala. Arnaud secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Son corps a développé une tolérance aux médicaments habituels. Valmont disait qu'une augmentation brutale pourrait être dangereuse. Plus dangereuse que la vérité. Catherine s'approcha, plantant son regard dans le sien. Si Alexandre découvre que vous avez gardé Chloé prisonnière toutes ces années, que vous lui avez fait croire qu'elle était morte, que pensez-vous qu'il fera? Il vous détruira, Arnaud, et il en a les moyens. Arnaud savait qu'elle avait raison. Le scandale serait énorme. Sa réputation, sa fortune, sa liberté même, tout serait anéanti.
Et la fille ?» demanda-t-il. « Cette Manon. Un test ADN prouvera qu'elle est l'enfant d'Alexandre et de Chloé. Elle deviendra l'héritière légitime des Dumas, supplantant mon fils. » Le visage de Catherine se durcit. « Je ne le permettrai pas. »« Que proposez-vous » Catherine réfléchit un instant. « Le gala est dans 3 jours. Ils s'attendent à y trouver Maria. Donnons-leur ce qu'ils veulent. »« Je ne comprends pas. »« Laissons-les s'introduire chez vous. Laissons-les trouver Maria. » Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. « Mais assurons-nous qu'ils soient pris en flagrant délit d'intrusion. La brillante avocate en devenir, Manon Laurent, arrêtée pour violation de propriété privée. Sa carrière serait terminée avant même d'avoir commencé. Et Alexandre. Mon mari devra choisir son camp, sa nouvelle fille ou sa famille actuelle. » Catherine termina son vers. « Je connais Alexandre. Face à un scandale public, il se rangera du côté de la sécurité, de ce qu'il connaît, de nous. » Arnaud l'observa avec admiration. « Vous êtes redoutable. » « Catherine, je protège ce qui m'appartient. » Elle ramassa son sac. « Maintenant, occupez-vous de Valmont. Faites-lui comprendre le prix de la trahison. » Après son départ, Arnaud resta longtemps immobile, pesant ses options. Le plan de Catherine était risqué, mais il n'avait guère le choix. Si la vérité sur Maria éclatait au grand jour, les conséquences seraient désastreuses. Il appela Rossignol, lui donnant des instructions précises concernant Valmont, puis il se dirigea vers l'aile est de la demeure, où Maria l'attendait pour leur séance de lecture quotidienne, ignorant que son identité véritable venait d'être révélée au monde qu'elle avait oublié. L'appartement d'Alexandre était devenu leur quartier général improvisé. Des plans de la demeure Lefort étaient étalés sur la table basse, fournis par Valmont avant sa mystérieuse disparition. Depuis 48 heures, le médecin ne répondait plus à leurs appels, ce qui les inquiétait profondément. « Il a peut-être simplement pris peur », suggéra Marc Moreau, le détective privé qu'Alexandre avait finalement décidé d'impliquer dans leur plan. Ou pire, les Lefort l'ont découvert. « Raison de plus pour agir rapidement », répondit Alexandre, traçant un itinéraire sur le plan. « Le gala est demain soir. C'est notre meilleure chance. » Manon étudiait attentivement les photographies de la demeure Lefort, mémorisant chaque détail. Ces derniers jours avaient transformé sa vie, bouleversé toutes ses certitudes. La perspective que sa mère soit vivante, prisonnière pendant 25 ans, la remplissait d'une détermination féroce. « L'aile était pratiquement isolée du reste de la maison, » expliqua-t-elle, pointant une section du plan. « Selon Valmont, ma mère est gardée au 2e étage. Chambre 14, une infirmière nommée Isabelle reste généralement avec elle. Le gala se tiendra principalement dans l'aile ouest et les jardins, » compléta Alexandre. « La sécurité sera concentrée là-bas. Notre fenêtre d'opportunité se situe entre 21h et 23h, quand l'attention sera focalisée sur la vente aux enchères de charité. » Nadine, qui était restée silencieuse jusque-là, intervint. « Et ensuite, admettons que nous arrivions jusqu'à Chloé. Que ferons-nous ? Elle ne nous reconnaîtra probablement pas, et nous ne pourrons pas simplement la faire sortir par la grande porte. »« J'ai contacté un spécialiste, » répondit Alexandre. « Le Dary Girard, neurologue spécialisé dans les cas d'amnésie post-traumatique. Il nous attend dans une clinique privée à l'extérieur de Paris. Une ambulance sera prête à notre signal. »« Tu as pensé à tout » murmura Nadine, impressionnée malgré elle par la méticulosité de son plan. Alexandre la regarda gravement. « J'ai perdu Chloé une fois. Je refuse de la perdre à nouveau. » Manon observait cet échange avec des sentiments mitigés. Depuis la révélation sur sa mère, elle oscillait entre l'espoir et la méfiance envers cet homme qui affirmait être son père. Les tests ADN réalisés en urgence avaient confirmé leur lien biologique, mais 25 ans d'absence ne s'effaçaient pas d'un simple résultat de laboratoire. « Comment accéderons-nous au gala ?» demanda-t-elle, ramenant la conversation vers les aspects pratiques. « J'ai reçu une invitation », répondit Alexandre, avec un sourire sans joie. Ironiquement, les Lefort continuent de m'inviter à leurs événements pour maintenir les apparences. Quant à vous deux, vous y entrerez comme mon assistante et ma consultante en art pour la vente aux enchères. » Moreau, qui examinait les plans de sécurité, leva la tête. « Il y a quelque chose qui me dérange. Les Lefort ne sont pas stupides. Si Valmont a été découvert, ils s'attendront à ce que nous tentions quelque chose pendant le gala. C'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents, » acquiesça Alexandre. « Et nous ne pouvons faire confiance à personne sur place. »
Si quelque chose semble suspect, nous abandonnons immédiatement. Le téléphone d'Alexandre sonna, faisant sursauter tout le monde. Le nom de Catherine s'affichait sur l'écran. « Je dois prendre ça », dit-il, s'éloignant vers la cuisine. Nadine et Manon échangèrent un regard lourd de sens. Catherine Dumas, l'épouse d'Alexandre, ignorait encore tout de leur plan. Comment réagirait-elle en découvrant non seulement l'existence d'une fille née d'une précédente relation, mais aussi le retour imminent de son ancienne rivale? « Tu crois qu'il lui dira ?» murmura Nadine. Manon haussa les épaules. Haussa. « Ce n'est pas notre problème. Notre priorité, c'est ma mère. » Dans la cuisine, Alexandre tentait de maintenir un ton normal avec Catherine. « Oui, je serai présent au gala Lefort. Une simple apparition protocolaire. Rien de plus. » Il écouta un moment. « Non, je n'ai pas oublié le dîner avec les Mercier dimanche. Ne t'inquiète pas. » Quand il revint au salon, son visage était tendu. « Catherine sera également au gala, avec Adrien. Est-ce qu'elle soupçonne quelque chose ?» demanda Moreau. « Je ne pense pas, mais sa présence complique les choses. » Manon se leva, incapable de rester assise plus longtemps. « Mais peut-être devrions-nous reporter, trouver un autre moment. »« Non, » intervint fermement Nadine. « Nous ne savons pas ce que les Lefort pourraient faire s'ils soupçonnent que nous connaissons la vérité. Chaque jour qui passe met Chloé en danger. » Alexandre acquiesça. « Nadine a raison. Nous devons agir maintenant. » Ils passèrent les heures suivantes à peaufiner leur plan, répétant mentalement chaque étape, anticipant chaque obstacle potentiel. Lorsque Moreau partit finalement, il était près de minuit. « Vous devriez vous reposer », conseilla Alexandre à Nadine et Manon. « La journée de demain sera longue. Je ne suis pas sûre de pouvoir dormir », admit Nadine, la tension évidente sur son visage. Alexandre posa doucement une main sur son épaule. « Je comprends, mais nous aurons besoin de toutes nos forces. » Alors que Nadine se dirigeait vers la chambre d'amis, Manon resta en arrière, fixant Alexandre d'un regard intense. « Si tout ceci est un piège, si vous nous utilisez d'une façon ou d'une autre, je vous le ferai payer. » Loin d'être offensé, Alexandre sourit légèrement. « Vous êtes exactement comme votre mère, cette même détermination farouche. » Son expression s'adoucit. « Je ne vous demande pas de me faire confiance, Manon, pas encore. Mais croyez-moi quand je dis que je veux autant que vous retrouver Chloé et la libérer de cet enfer. » Après un long moment, Manon hocha imperceptiblement la tête et suivit sa tante. À la même heure, dans la demeure Lefort, Arnaud tenait une réunion dans son bureau avec le chef de la sécurité et Rossignol. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, nerveux malgré son apparente assurance. « Oui, monsieur », répondit le chef de sécurité. « Les caméras supplémentaires sont installées dans l'aile est. Toutes les sorties seront surveillées. Si quelqu'un tente d'approcher Madame Maria, nous le saurons immédiatement. Parfait. » Et pour notre invité spécial ? Rossignol sourit, un rictus inquiétant sur son visage marqué. Le dehors Valmont S, confortablement installé, il ne nous causera plus de problème. Bien. Arnaud se servit un verre de whisky. Maintenant, concernant Alexandre Dumas, je veux qu'il soit surveillé en permanence. Mais discrètement. S'il tente quoi que ce soit, laissez-le faire. Laissez-le s'incriminer. Et les femmes qui l'accompagneront. Particulièrement la jeune Manon Laurent. Arnaud but une gorgée, savourant la brûlure de l'alcool. Assurez-vous de tout filmer, nous aurons besoin de preuves irréfutables de leur intrusion. Une fois ces hommes partis, Arnaud se dirigea vers l'aile est. Il entr'ouvrit doucement la porte de la chambre de Maria et l'observa dormir, le visage paisible dans la pénombre. Elle semblait si fragile, si vulnérable. Pendant des années, il avait obéi aux ordres de son père concernant cette étrange femme. Sans jamais poser trop de questions, Gérard Lefort n'était pas homme à tolérer la curiosité, même de son propre fils. Mais Arnaud avait toujours soupçonné que Maria cachait quelque chose d'important, quelque chose de dangereux. Découvrir qu'elle était en réalité Chloé Mercier, l'ancienne compagne d'Alexandre Dumas, avait été un choc. Comprendre le rôle de son père dans son enlèvement et sa séquestration avait été plus difficile encore à accepter. Mais ce qui était fait était fait. Arnaud n'avait pas l'intention de payer pour les crimes de son père. Si quelqu'un devait tomber, ce serait Alexandre Dumas, l'homme qui menaçait maintenant tout ce que les Lefort avaient reconstruit. Il referma doucement la porte, ignorant que derrière ses paupières closes, Maria ne dormait pas. Elle écoutait, absorbant chaque bruit, chaque mouvement dans la maison.
Ces derniers jours, quelque chose avait changé. Les médicaments qu'on lui donnait semblaient différents, plus légers. Son esprit, habituellement embrumé, s'éclaircissait peu à peu. Des fragments de souvenirs remontaient à la surface. Un jeune homme au sourire chaleureux, un restaurant au bord de la Seine, un anneau d'émeraude glissant à son doigt, et surtout, un bébé, son bébé, la petite fille qu'elle avait tenue dans ses bras pendant quelques précieuses minutes avant de la confier à qui l'image restait floue. Mais Maria, non, Chloé sentait qu'elle approchait d'une vérité cruciale. Demain serait apparemment un jour important. Un gala, de l'agitation, des étrangers dans la maison. Peut-être serait-ce sa chance de découvrir enfin qui elle était réellement, la demeure des Lefort. Joyau architectural du XIXe siècle niché dans le quartier privilégié de Neuilly-sur-Seine, resplendissait sous les lumières spécialement installées pour le gala. Des voitures de luxe défilaient dans l'allée circulaire, déposant l'élite parisienne devant l'imposant portail en fer forgé, serveurs en livrée, flûte de champagne et musique d'orchestre de chambre. Tout respirait l'opulence et le raffinement. Alexandre ajusta son nœud papillon, tentant de maîtriser la tension qui l'habitait. À ses côtés, Nadine et Manon, méconnaissables dans leur tenue de soirée, affichaient une assurance qu'elles étaient loin de ressentir. « Rappelez-vous » murmura-t-il tandis qu'il gravissait les marches du perron. « Comportez-vous naturellement. Nous ne sommes que des invités ordinaires venus soutenir une bonne cause. » Manon, élégante dans une robe vert émeraude, qui rappelait inconsciemment la couleur de l'anneau de sa mère, hocha imperceptiblement la tête. Ses yeux scannaient déjà l'entrée, mémorisant la disposition des lieux, l'emplacement des gardes de sécurité, Monsieur Dumas. Arnaud Lefort s'avança vers eux, un sourire parfaitement calibré aux lèvres. « Quel plaisir de vous voir ce soir !» Alexandre serra la main tendue, dissimulant son dégoût sous un masque de courtoisie mondaine. « Lefort, merci pour l'invitation. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Laurent, ma consultante en art pour la vente aux enchères de ce soir, et son assistante. » Arnaud s'attarda un peu trop longtemps sur Manon, son regard calculateur glissant sur elle comme pour mémoriser chaque détail. « Enchanté, j'espère que vous apprécierez notre modeste soirée. » Dès qu'il se fut éloigné, Nadine murmura « Il sait, bien sûr qu'il sait », confirma Alexandre à voix basse. « Valmont a probablement été découvert, mais cela ne change rien à notre plan. Séparons-nous, Nadine. Familiarisez-vous avec le rez-de-chaussée. Manon, restez près de la salle des ventes. Je vais tenter de repérer Catherine et de la tenir occupée. » Tandis qu'il se dispersait, Manon sentit un frisson d'appréhension la parcourir. Quelque chose dans le regard d'Arnaud Lefort l'avait profondément troublée. Ce n'était pas de la surprise ou de la méfiance qu'elle y avait lu, mais une anticipation presque jubilante, comme s'il attendait impatiemment qu'il fasse exactement ce qu'il prévoyait. Pendant ce temps, à l'étage supérieur, dans l'aile est, Maria était assise près de sa fenêtre, observant les invités qui déambulaient dans les jardins illuminés. Isabelle, son infirmière, s'affairait dans la chambre, préparant ses médicaments du soir. « Quel beau spectacle, n'est-ce pas ?» commenta Isabelle, s'approchant pour regarder par-dessus son épaule. « Tous ces gens élégants... » Maria ne répondit pas immédiatement. Son attention était fixée sur un homme en smoking qui se tenait un peu à l'écart de la foule. Scrutant la façade de la maison, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle, pointant discrètement. Isabelle plissa les yeux. « Je ne sais pas. Un invité parmi d'autres, j'imagine. » Mais Maria ne l'écoutait plus. Une sensation étrange l'envahissait. Comme si son corps reconnaissait ce qu'on avait fait oublier à son esprit. Cet homme, elle le connaissait, d'où « Il est temps de prendre vos médicaments », annonça Isabelle, lui tendant un verre d'eau et 2 pilules. Maria les accepta docilement, mais dès que l'infirmière lui tourna le dos, elle glissa discrètement les comprimés sous sa langue, prétendant les avaler. Depuis plusieurs jours, elle jouait cette comédie, sentant son esprit s'éclaircir progressivement à mesure que les drogues quittaient à son système. La soirée avançait selon le plan minutieusement élaboré d'Arnaud. La vente aux enchères battait son plein dans la grande salle. Attirant l'attention de tous les invités, c'était le moment que le trio attendait. Alexandre repéra Nadine près du buffet et lui fit un signe discret. Elle s'éclipsa adroitement, empruntant un couloir de service qui menait vers l'aile est. Manon,
qui observait l'échange, attendit quelques minutes avant de suivre le même chemin. Alexandre, après s'être assuré que Catherine était bien occupée avec un groupe de socialites, s'excusa auprès de ses interlocuteurs et se dirigea à son tour vers le point de rendez-vous convenu. Le couloir reliant les deux ailes du manoir était faiblement éclairé et désert, comme il l'avait espéré. Alexandre retrouva Nadine et Manon devant une porte de service verrouillée. Selon le plan de Valmont, cet escalier mène directement à l'étage où se trouve Chloé, chuchota-t-il, sortant un petit boîtier électronique de sa poche. C'était un décodeur de serrure magnétique, fourni par Moreau. Après quelques secondes tendues, la porte s'ouvrit avec un léger clic. « Trop facile », murmura Manon méfiante. « Ne perdons pas de temps », pressa Nadine. Ils gravirent l'escalier en silence, atteignant un couloir décoré avec sobriété, contrairement au reste de la maison. Cette partie semblait volontairement austère, plus proche d'une institution médicale que d'une demeure luxueuse. « Chambre 14 », souffla Alexandre, pointant une porte au bout du couloir. Valmont a dit qu'il n'y aurait qu'une infirmière avec elle. Ils avancèrent prudemment, tendant l'oreille pour détecter le moindre bruit suspect. Arrivé devant la porte, Alexandre hésita, la main sur la poignée. Après 26 ans, il allait enfin revoir Chloé. Que restait-il de la femme qu'il avait tant aimée? « Allez-y », encouragea doucement Nadine, comprenant son appréhension. Il tourna la poignée. La porte s'ouvrit sur une chambre spacieuse et confortable. Au ton pastel apaisant, une femme aux cheveux grisonnants était assise près de la fenêtre. Regardant à l'extérieur, elle se tourna lentement à leur entrée. Le temps sembla se figer. Malgré les années, malgré l'absence dans son regard, c'était bien elle, Chloé, plus âgée, plus fragile, mais indubitablement la femme qu'ils avaient tous perdue. « Chloé », la voix de Nadine se brisa. « C'est moi. »« Nadine, ta sœur !» La femme les dévisagea sans réaction apparente, comme si elle observait des étrangers. « Où est l'infirmière ?» murmura Manon, soudain inquiète, comme en réponse à sa question. La porte de la salle de bain s'ouvrit, révélant non pas l'infirmière, mais Arnaud Lefort lui-même, un sourire satisfait aux lèvres. « Bienvenue chez les Lefort », dit-il avec une politesse glaciale. « Je constate que la curiosité l'a emporté sur la prudence. » Derrière lui, 2 gardes de sécurité massifs apparurent, bloquant efficacement toute retraite. « Qu'avez-vous fait de l'infirmière ?» demanda Alexandre, se plaçant instinctivement devant Nadine et Manon. « Isabelle, elle profite d'une soirée bien méritée. » Arnaud s'avança dans la pièce. « Je savais que vous tenteriez quelque chose ce soir. Valmont n'a pas été très discret dans ses consultations externes. Où est-il? Qu'avez-vous fait de lui ?» exigea Nadine. Le bon docteur réfléchit actuellement à l'importance de la loyauté dans un lieu plus. Isolé, le sourire d'Arnaud s'élargit. Tout comme vous allez avoir l'occasion de méditer sur les conséquences d'une effraction criminelle. D'un geste, il indiqua à ses hommes d'avancer. L'un d'eux attrapa Manon par le bras, l'attirant brutalement vers lui. « Lâchez-la !» s'écria Alexandre. S'élançant vers elle, le second garde l'intercepta facilement, le repoussant avec force. C'est alors que la situation dégénéra. Nadine tenta d'aider Alexandre, mais Arnaud la saisit, la plaquant contre le mur. Dans la confusion, Manon se débattait violemment, parvenant à déstabiliser son assaillant. Elle chercha frénétiquement une issue, coincée entre le garde et la fenêtre. « Arrêtez !» La voix d'Arnaud claqua comme un fouet. « Un seul geste de plus, et j'appelle la police. Violation de domicile, agression. Pensez à votre carrière, mademoiselle Laurent. Quel dommage ce serait si une future avocate si prometteuse finissait avec un casier judiciaire. » Manon se figea, comprenant le piège dans lequel ils étaient tombés. Tout avait été orchestré depuis le début. Arnaud les avait délibérément laissés pénétrer jusqu'ici pour mieux les incriminer. C'est à ce moment précis que Maria, qui était restée remarquablement calme durant toute la scène, se leva lentement. Son regard, habituellement vague, semblait soudain plus vif, plus présent. « Cet anneau !» murmura-t-elle, fixant Nadine, suivant son regard. Tous remarquèrent que dans la lutte, la chaîne portant l'anneau d'émeraude s'était échappée du col de Nadine et brillait maintenant à la lumière. « Taisez-vous » ordonna sèchement Arnaud à Maria. « Retournez vous asseoir. » Mais elle l'ignora, s'approchant lentement de Nadine. « Je connais cet anneau. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Manon sentit l'étreinte du garde se relâcher légèrement sous l'effet de la surprise. « Comment le connaîtriez-vous » demanda perfidement Arnaud. « Vous êtes Maria Lefort,
Vous n'avez jamais possédé de tels bijoux. »« Non, » murmura la femme, comme si elle émergeait d'un long sommeil. « Je ne suis pas Maria, je suis... » Elle ferma les yeux, le visage crispé par l'effort de se souvenir. « Je suis... » profitant de la distraction. Manon donna un violent coup de coude dans les côtes du garde et se précipita vers la porte. Arnaud réagit instinctivement, tirant son arme et la pointant sur elle. Un pas de plus et je tire. C'est alors que Maria poussa un cri déchirant. « Alexandre !» Ce simple nom, prononcé avec une telle intensité, figea tout le monde sur place. Alexandre la regarda, bouleversé, reconnaissant pour la première fois depuis son entrée dans la pièce une lueur de la femme qu'il avait aimée. « Chloé !» murmura-t-il. Arnaud, déstabilisé par ce développement inattendu, resserra sa prise sur son arme, la pointant alternativement sur Manon et Alexandre. Pris de panique, « Ça suffit, tous contre le mur maintenant. » Mais Maria, non Chloé, continuait de fixer l'anneau d'émeraude, des fragments de mémoire remontant à la surface. Son regard se posa sur Manon, s'attardant sur son visage, sur ses yeux verts si semblables aux siens. « Mon bébé », souffla-t-elle. « J'ai eu un bébé, une petite fille. » La tension dans la pièce était palpable. Arnaud, l'arme toujours pointée vers le groupe, semblait de plus en plus nerveux à mesure que Chloé retrouvait des fragments de sa mémoire. « Une petite fille », répéta-t-elle, son regard ne quittant pas Manon. Arnaud tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Ah Maria, vous délirez. C'est votre maladie qui parle. Retournez vous asseoir immédiatement. » Mais Chloé ne l'écoutait plus. Comme émergée d'un long sommeil, elle avançait lentement vers Manon. « Je t'ai tenue dans mes bras. Juste quelques minutes. Je t'ai confiée à... » Elle se tourna vers Nadine, des larmes brillant dans ses yeux. « À ma petite sœur, pour te protéger. » Manon sentit son cœur battre à tout rompre. Cette femme, cette étrangère qui avait vécu comme une prisonnière pendant 25 ans, la reconnaissait alors qu'elle n'était qu'un bébé lors de leur dernière rencontre. « Ne l'écoutez pas !» s'écria Arnaud, de plus en plus déstabilisé. « Elle est dérangée, elle fabule !»« Non, Arnaud !» intervint calmement Alexandre. « Le jeu est terminé. Chloé retrouve la mémoire et nous sommes tous témoins. » Comme pour confirmer ses paroles, Chloé se tourna vers lui, son regard s'éclaircissant davantage. « Alexandre, le pont des arts, tu m'as offert cet anneau d'émeraude. Tu m'as dit qu'il appartenait à ta grand-mère. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Ce détail, personne d'autre qu'Alexandre et Chloé ne pouvait le connaître. C'était la preuve définitive que cette femme était bien Chloé Mercier et non une mystérieuse cousine dérangée. Arnaud, acculé, devint plus menaçant. « Personne ne sortira d'ici. Je ne laisserai pas tout s'effondrer à cause d'une erreur de mon père. » Soudain, la porte s'ouvrit à la volée. Catherine Dumas se tenait dans l'encadrement, le visage livide. « Arnaud, qu'est-ce que vous faites ? Il y a des policiers en bas. » « Des policiers. » Le visage d'Arnaud se décomposa. Qui les a appelés ? Moi. Tous se tournèrent vers la source de cette voix ferme. Dans le couloir derrière Catherine se tenait le déheur, Valmont, le visage tuméfié mais l'expression déterminée. « J'ai réussi à m'échapper », expliqua-t-il brièvement. « Et j'ai tout raconté à la police. L'enlèvement de Chloé, sa séquestration pendant 25 ans, mon rôle dans toute cette affaire. » Il fit un pas dans la pièce. « C'est fini, Arnaud. » Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Puis Arnaud, dans un geste désespéré, agrippa Manon, la plaçant devant lui comme bouclier, son arme contre sa tempe. « Reculez tous !» ordonna-t-il. « Je sors d'ici avec elle, ou personne ne sort. » Le temps sembla se figer. Nadine et Alexandre restaient pétrifiés, craignant qu'un geste brusque ne déclenche l'irréparable. Catherine, horrifiée par ce qu'elle avait contribué à orchestrer, s'était plaquée contre le mur. Ce fut Chloé qui rompit l'immobilité, avec une clarté et une détermination qui contrastaient radicalement avec sa passivité habituelle. Elle s'avança vers Arnaud. « Lâche ma fille. » Sa voix était calme mais d'une autorité inébranlable. Pour la première fois depuis des décennies, elle était pleinement présente, pleinement elle-même. « Ne bougez pas !» cria Arnaud, reculant maladroitement, traînant Manon avec lui. « Tu as peur, Arnaud !» continua Chloé, avançant toujours. « Comme ton père avait peur. Peur de perdre, peur d'échouer. C'est pour ça qu'il m'a enlevée, pour détruire Alexandre. Mais regarde où cela t'a mené. » Pendant qu'elle parlait, distrayant Arnaud, Alexandre s'était lentement déplacé vers la droite, cherchant une ouverture. Il n'en aurait qu'une.
Arrêtez ou je tire !» La voix d'Arnaud tremblait maintenant. C'est à cet instant précis que Manon, rassemblant tout son courage, planta fermement son talon dans le pied d'Arnaud. Déséquilibré, sa prise se relâcha juste assez pour qu'Alexandre puisse bondir. Dans la lutte qui s'ensuivit, un coup de feu retentit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Arnaud gisait au sol, désarmé, immobilisé par Alexandre. Mais c'était Chloé qui captait tous les regards. Elle se tenait debout, immobile, une tache sombre s'élargissant sur son épaule. « Maman !» Le cri de Manon, instinctif et viscéral, brisa le silence. Ils se précipitèrent vers Chloé qui s'effondrait lentement. Valmont fut le premier à ses côtés, pressant sa veste contre la blessure pour arrêter l'hémorragie. « Ambulance, vite !» ordonna-t-il à Catherine qui se précipita hors de la pièce. Les minutes qui suivirent se déroulèrent comme dans un rêve. L'arrivée des policiers, l'arrestation d'Arnaud, les ambulanciers s'affairant autour de Chloé. À travers ce chaos, Manon ne lâchait pas la main de sa mère. Comme si cette connexion physique pouvait rattraper 25 années d'absence. À l'hôpital, ils attendirent dans un silence angoissé. Le déheur, Valmont, qui avait insisté pour accompagner Chloé, vint finalement leur donner des nouvelles. La balle a frôlé l'artère, mais sans la toucher, elle va s'en sortir. Il marqua une pause. Physiquement, du moins, psychologiquement, le chemin sera long. Mais sa mémoire, demanda Alexandre. Elle semblait se souvenir. C'est un phénomène que l'on observe parfois dans les cas d'amnésie traumatique, expliqua Valmont. Un choc émotionnel intense peut déclencher le retour partiel de la mémoire. Mais c'est fragile, fluctuant. Il faudra du temps, de la patience. Manon, qui n'avait pas dit un mot depuis l'hôpital, se tourna vers lui. « Vous l'avez maintenu drogué pendant 20 ans. Qu'est-ce qui nous dit que nous pouvons vous faire confiance maintenant ?» Valmont soutint son regard accusateur. « Rien. Vous avez raison de douter. J'ai participé à quelque chose d'impardonnable. Mais je peux vous aider à comprendre ce qu'elle a traversé, les traitements qu'elle a reçus. » Il sortit un dossier de sa sacoche. « Voici son dossier médical complet. Tout est là, les médicaments, les doses, les effets observés. Ce n'est pas grand-chose comparé aux années que je lui ai volées, mais c'est un début. » 3 jours plus tard, Chloé fut autorisée à quitter l'hôpital. La question de son lieu de convalescence suscita un débat tendu. Alexandre proposait sa résidence secondaire en Normandie, loin de l'agitation médiatique que l'affaire avait déclenchée. Nadine insistait pour qu'elle reste avec elle et Manon, dans l'environnement familial qu'elles pourraient créer ensemble. Ce fut finalement Chloé elle-même qui trancha la question. « Je veux être avec ma fille », dit-elle simplement, son regard s'attardant sur Manon avec une intensité qui compensait toutes les années perdues. Et ma sœur, dans les semaines qui suivirent, les médias s'emparèrent de l'histoire. Le mystère Lefort, comme on l'appelait désormais, faisait la une de tous les journaux. La séquestration d'une femme pendant 25 ans, l'enfant séparé de sa mère, le magnate de l'immobilier impliqué dans un scandale sans précédent. Tous les ingrédients d'un drame captivant l'opinion publique. Arnaud Lefort fut inculpé pour séquestration, coups et blessures, et tentative de meurtre. Son empire s'effondra à mesure que les révélations sur les méthodes douteuses de son père émergeaient. Catherine, bien que non poursuivie faute de preuves suffisantes de sa complicité, demanda le divorce. Déterminée à protéger son fils Adrien du scandale, pour Alexandre, la situation était complexe. Il partageait son temps entre sa famille existante, où un adolescent troublé tentait de comprendre comment son père pouvait avoir une autre fille, et les visites à Chloé et Manon. Les tests ADN avaient confirmé ce que tous savaient déjà. Manon était bien sa fille biologique. Cette confirmation officielle ouvrait la voie à des questions juridiques, financières et surtout émotionnelles que personne n'était encore prêt à aborder pleinement. 6 mois après le gala Lefort, Chloé se tenait sur le pont des Arts, l'endroit même où, 26 ans plus tôt, Alexandre lui avait passé l'anneau d'émeraude au doigt, à ses côtés. Manon observait sa mère avec un mélange de tendresse et d'émerveillement. Le chemin vers la guérison avait été difficile, des thérapies intensives, des moments de confusion, des nuits agitées par des cauchemars qui la ramenaient dans sa prison dorée. Mais il y avait aussi eu des moments de pure joie. Le jour où elle avait reconnu sa chanson préférée à la radio, la première fois qu'elle avait préparé des crêpes pour Manon, retrouvant instinctivement la recette que sa propre mère lui avait enseignée, les longues conversations avec Nadine, reconstruisant pièce par pièce le puzzle de leur enfance partagée. « Est-ce que tu le regrettes ?» demanda soudain Manon.
Regretter quoi? De ne pas avoir eu ces 25 années avec moi? De tout ce que tu as manqué? Chloé réfléchit un moment, ses doigts caressant l'anneau d'émeraude qui avait retrouvé sa place à son doigt. Je regrette chaque minute perdue, bien sûr, mais je ne peux pas vivre dans ces regrets. Elle prit la main de sa fille. Je préfère chérir chaque minute que j'ai maintenant avec toi. Derrière elle, à distance respectueuse, Alexandre les observait, témoin silencieux de cette connexion qui se reconstruisait jour après jour. L'avenir restait incertain, des questions demeuraient sans réponse. Mais une chose était claire, le destin, après avoir cruellement séparé cette famille, les avait finalement réunis, prouvant que même les secrets les plus profondément enfouis finissent par remonter à la surface, comme l'anneau d'émeraude qui,